Bonjour et bienvenue. Pour comprendre ce conflit, il faut oublier un instant tout ce qu'on sait sur la stratégie militaire, les généraux, les grandes manœuvres. L'analyse qu'on va parcourir ensemble aujourd'hui se concentre sur une issue qui était en fait déjà écrite. Pas sur un champ de bataille, non, mais dans une simple équation. C'est une guerre qui a été décidée par des réalités économiques, des réalités brutes et froides. Et tout part de cette idée. Une idée assez déroutante, tirée de nos sources. L'idée que la guerre était déjà perdue avant même que la première bombe ne tombe. C'est une affirmation qui peut paraître complètement paradoxale, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est vraiment la clé qui va nous permettre de tout déverrouiller, de tout comprendre. Alors, forcément, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est comment est-ce possible? Comment une guerre peut-elle être perdue d'avance, avant même le premier coup de feu? La réponse, attention, elle n'est pas du tout idéologique. Ce qu'on va faire, c'est simplement décortiquer ensemble la logique, une logique implacable, qui se cache derrière cette affirmation. Et cette logique, eh bien, elle n'a rien à voir avec le leadership ou même la stratégie militaire pure. Non, la clé, ce sont des maths. On quitte le terrain de la stratégie pour entrer dans celui de l'économie. Et le concept central, le cœur de tout ça, c'est ce que nos sources appellent l'équation des intercepteurs. Alors, regardons cette fameuse équation de plus près. Et là, on touche vraiment au cœur du problème, l'asymétrie des coûts. C'est simple, mais c'est vertigineux. D'un côté, on a un seul intercepteur américain, un THAD, qui peut coûter jusqu'à 13 millions de dollars. Et de l'autre, un missile balistique iranien qui, lui, coûte environ 100 000 dollars. Faites le calcul, on dépense 13 millions pour stopper une menace qui en vaut à peine 100 000. C'est une équation qui économiquement est juste intenable sur le long terme. Et ce n'est pas tout. Le problème, il s'aggrave encore quand on regarde les capacités de production. D'un côté, l'Iran, qui sort plus de 100 missiles balistiques chaque mois. En face, les États-Unis et leurs alliés peinent à fabriquer 6 ou 7 intercepteurs, tous systèmes confondus. La différence est énorme. Il est mathématiquement impossible de suivre un tel rythme. C'est une course perdue d'avance qui mène tout droit à ce qu'on pourrait appeler un suicide économique. Bon, maintenant qu'on a posé les chiffres, voyons comment ce déséquilibre mathématique est exploité sur le terrain. Parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une guerre militaire classique. Non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable stratégie d'annihilation économique. Le point vraiment crucial ici, c'est l'épuisement des stocks. Pour se donner une idée, lors d'un conflit précédent qui a duré seulement 12 jours, les États-Unis ont brûlé un quart, 25%, de tout leur stock d'intercepteurs THAAD. Imaginez un peu. Et la guerre actuelle, on le sait, est d'une intensité bien supérieure. Et du côté iranien, la stratégie est, on peut le dire, chirurgicale. Plutôt que de se concentrer uniquement sur des cibles militaires, les missiles visent des infrastructures économiques critiques. On parle de raffineries de pétrole, d'aéroports, de ports, des cibles à très haute valeur. Chaque frappe qui passe à travers le bouclier, c'est des milliards de dollars de dommages. C'est une façon de paralyser l'économie de l'adversaire. Et voilà, on touche au cœur de cette stratégie asymétrique. L'objectif, ce n'est pas de vaincre l'armée américaine de front. Ce serait impossible. Non, le but, c'est de rendre la défense économiquement insupportable. C'est de transformer les alliés de l'Amérique en de véritables fardeaux financiers, tellement chers à défendre qu'ils finissent par devenir des passifs intenables. D'accord, donc on a cette pression économique. Maintenant, passons aux conséquences géopolitiques. Parce que, évidemment, quand le bouclier défensif montre ses failles, ce n'est pas juste une question militaire. La confiance s'érode et les alliances commencent à se fissurer. Il y a une citation dans nos sources qui est assez brutale mais très révélatrice. Elle dit « Cette façade de sécurité basée sur l'Amérique a toujours été une façade. Ce que le conflit met en lumière, c'est que la protection américaine n'a jamais été absolue. Les alliés du Golfe sont en train de réaliser, et de manière assez dure, que face à une menace existentielle, les États-Unis pourraient très bien décider de privilégier leurs propres intérêts stratégiques. » Et la réaction, elle ne s'est pas fait attendre, évidemment. On a vu les Émirats arabes unis rappeler leur ambassadeur, l'Arabie saoudite, de son côté, est furieuse et a commencé des discussions discrètes avec l'Iran via Oman. Ce qu'on observe là, c'est que ces pays sont tout simplement en train de se préparer à un avenir post-américain dans la région. Ce qui est fascinant, c'est que cette situation n'a rien d'un accident. Ce n'est pas le fruit du hasard. Les sources sur lesquelles on s'appuie montrent bien que c'est le résultat d'une stratégie iranienne, pensée, délibérée sur le très long terme. Un véritable plan directeur, asymétrique, conçu spécifiquement pour exploiter cette faiblesse. Et quand on dit long terme, ce n'est pas une exagération. Cette stratégie, elle a été mise en place sur 2 décennies, ça remonte aux années 2003-2005. Après avoir observé de très près les interventions américaines en Irak et en Afghanistan, l'Iran a en quelque sorte fait ses devoirs. Ils ont étudié la doctrine militaire américaine pour trouver la faille et ils se sont préparés très méticuleusement à ce type de conflit en construisant des usines de missiles souterraines, en développant tout un réseau de forces par procuration.
Et puis, il y a eu un événement qui, selon les sources, a agi comme un véritable accélérateur, l'assassinat du guide suprême iranien. Ça a été une erreur stratégique critique. L'effet a été complètement contre-productif. Au lieu de provoquer un changement de régime, ça a eu l'effet inverse. Ça a unifié la population, même les opposants, contre un agresseur étranger. Ça a créé un martyr, et ça a au final renforcé l'idéologie révolutionnaire du régime. Bon, on arrive maintenant à la phase finale. La conséquence ultime de tout ça est peut-être la plus importante. Parce que ce conflit, qui semble régional, est en fait directement lié au fondement même de la finance mondiale. Et là, on parle du sort du pétrodollar. Alors, le pétrodollar, qu'est-ce que c'est? Rapidement. En fait, le système est assez simple. L'Arabie Saoudite et les autres pays du Golfe acceptent de vendre leur pétrole exclusivement en dollars américains. Ensuite, avec cette montagne de dollars, que font-ils? Eh bien, ils les recyclent en achetant de la dette américaine, c'est-à-dire des bons du Trésor et d'autres actifs américains. C'est un cycle qui assure une demande constante pour le dollar et qui, au passage, permet de financer l'énorme dette des États-Unis. Et c'est là qu'on voit la réaction en chaîne qui pourrait tout faire basculer. Imaginez, première étape, les États-Unis montrent qu'ils ne peuvent plus garantir la sécurité des infrastructures pétrolières de leurs alliés. Deuxième étape, la confiance s'effondre. Logique, les pays du Golfe commencent à regarder ailleurs, vers d'autres puissances qui pourraient garantir leur sécurité, comme la Chine ou la Russie. Et la troisième étape, la plus critique, ils commencent à accepter d'autres monnaies que le dollar pour leur pétrole. Et là, c'est la fin du monopole. Le recyclage des pétrodollars s'arrête net. Et donc, la question qui se pose, c'est quand les États-Unis se retirent, qui reste pour payer les pots cassés? La conséquence la plus directe, c'est l'isolement total des alliés qui restent sur place. Quand ce bouclier américain se retire ou même se fissure, Israël, par exemple, se retrouve soudainement très seul. Seul face à un Iran enhardi, avec des stocks d'intercepteurs qui fondent comme neige au soleil, et une économie qui n'est pas du tout calibrée pour soutenir une guerre d'usure de cette ampleur. Qui nous amène à la question finale, la question à 1 million ou plutôt à des milliers de milliards de dollars. Est-ce qu'on est en train d'assister à la fin de l'hégémonie financière américaine? On voit bien que ce conflit, ça va bien au-delà des missiles et des bases militaires. Ce qui se joue potentiellement, c'est la fin d'un système financier qui a soutenu la superpuissance américaine pendant près d'un demi-siècle. Cette fameuse équation des intercepteurs, au fond, pourrait bien être l'équation qui est en train de redéfinir complètement l'ordre mondial, là, juste sous nos yeux.